Je suis donc Claire Martin, je suis vice-présidente en charge de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale du groupe CMA-CGM depuis 1 an, donc arrivée en mai 2021 dans le groupe. Je le précise parce que voilà, je n'ai pas une énorme ancienneté dans l'activité de CMA-CGM. Le groupe CMA-CGM est un groupe donc leader dans le champ du transport maritime de conteneurs et de la logistique multimodale et qui offre des services de logistique bout en bout, qui fait le lien d'une certaine manière entre des consommateurs de biens manufacturés et, des producteurs de biens manufacturés et des consommateurs, puisque je dirais qu'on sait que 90% des biens consommés dans le monde, à un moment ou à un autre, sont passés dans un conteneur, transportés donc soit par bateau, soit ensuite, une fois que les conteneurs sont sortis des bateaux, ils sont emmenés soit par train, par barge ou par camion pour arriver souvent dans une des plateformes logistiques d'entreposage et ensuite être livrés dans les magasins ou chez les clients. Donc, c'est ça le métier de CMA-CGM, logistique multimodale bout en bout. À l'époque, je n'étais donc pas dans l'entreprise, mais ce que je peux dire, c'est que depuis quelques années, le groupe CMA-CGM a pris la mesure des enjeux environnementaux, de l'impact de ses activités sur l'environnement, à la fois sur les sujets du climat, donc du réchauffement climatique, ce qui était l'objet des accords de Paris, mais également l'impact de ses activités sur la biodiversité, qui est un sujet plus récent, biodiversité notamment marine, puisque une grande partie de notre activité se déroule sur les océans du globe. Et donc, à ce titre-là, je dirais oui, les accords de Paris ont pas forcément le 1er janvier 2016, mais en tout cas dans les mois et les années qui ont suivi, est tout à fait intégré à la réflexion, la stratégie environnement du groupe et la feuille de route, puisqu'on a réaffirmé en octobre dernier, octobre 2021, notre volonté et notre objectif d'être net zéro en 2050. Et donc, net zéro 2050, c'est bien la traduction pour notre secteur, pour notre entreprise, de notre volonté de mettre tout en œuvre, tous les moyens en œuvre pour respecter au mieux les accords de Paris. Je dirais oui, au sens où nous mesurons, je vais prendre l'exemple de nos navires, nous mesurons notre consommation de carburant et donc nos émissions. Ça, je dirais que c'est la première étape. Si on est en capacité de mesurer, grâce à d'une part nos commandants de bord et d'autre part des gens à terre qui sont dans le Fleet Center. Donc un Fleet Center, on a 3 centres de ce type dans le monde, dont un à Marseille, ici à la Tour. Dans ce centre, on a la visibilité sur 100% des navires qui sont opérés par la flotte et on peut suivre chacun des navires dans son activité, suivre la consommation et donner des consignes aux commandants de bord pour qu'ils optimisent leur consommation et donc leurs émissions de CO2. Donc, c'est en ce sens, avec un exemple très concret, que la sobriété, notamment énergétique, c'est pour ça que
pour nous, c'est quand même très centré sobriété énergétique, est concrètement mise en œuvre parce que nous utilisons les datas et nous suivons chacun des navires de la flotte. On a 560 navires dans la flotte et on peut dire quelle est la consommation, la vitesse, et il arrive que l'on conseille à un commandant de bord qui reste le seul maître à bord parce que c'est lui qui navigue, hein, mais on conseille pour diminuer la vitesse, par exemple, et donc la consommation, et donc les émissions de CO2. C'est pour moi une illustration concrète de l'approche sobriété. Absolument. Ça paraît top-down, et pourtant je vous ai dit que le commandant de bord est le seul maître à bord, et donc c'est lui, in fine, qui dit « Ok, je trouve que le conseil est pertinent » ou « Non, parce que localement, il y a telle ou telle particularité qui fait que je vais faire différemment », ou au contraire, je vous propose cette alternative qui est encore plus efficiente. Donc ça arrive régulièrement. Et deuxièmement, on a, à partir de ce dialogue qui se déroule entre le Fleet Center et un commandant de bord, on a aussi ce qu'on appelle des échanges de bonnes pratiques. Donc, tout ça est consigné et il y a un effort qui est fait pour que une bonne pratique soit à minima connue, c'est-à-dire transmise aux autres, et, si possible, mise en œuvre. Deuxième étape. Donc, connue d'une part, mise en œuvre ensuite. Le troisième élément, et alors là, ça ne concerne pas seulement les commandants de bord, nous avons lancé un dispositif permettant à chaque salarié de CMA-CGM, là je parle de 150 000 personnes potentiellement, qui le souhaitent, donc c'est sur la base du volontariat, la possibilité, en se connectant à une plateforme qu'on a construite spécifiquement pour eux, là depuis quelques mois, cette plateforme leur permet d'une part de mesurer leur empreinte carbone personnelle, c'est-à-dire tout à coup de se dire comment je me nourris, comment je voyage, comment je me distrais, comment le transport, l'habitat, ma vie quotidienne et ma vie au travail d'ailleurs, la possibilité de faire son bilan carbone. Et à partir de ce bilan, il y a tout un tas c'est une plateforme bourrée de contenu permettant à chacun de dire, bah, tiens, ça je pourrais faire différemment, ça je pourrais. Donc, l'entreprise s'est dit, et j'ai vraiment impulsé ce mouvement-là, on a à la fois des obligations de stratégie mondiale. Quand on est un groupe de 150 000 personnes dans 160 pays, on a cette obligation, cette responsabilité d'avoir une stratégie de décarbonation, net zéro 2050, d'acheter des navires au GNL, d'acheter des énergies alternatives, décarbonées, de mener des travaux de R&D pour optimiser tous ces aspects-là, d'investir pour mettre en place des panneaux solaires sur tous nos entrepôts dans le monde, etc. etc. Ça, c'est notre stratégie, j'ai envie de dire, d'entreprise. Et en parallèle, on a aussi, d'une certaine manière, avec 150 000 collaborateurs, la possibilité d'en faire 150 000 ambassadeurs des questions climatiques, des questions de biodiversité, et donc de leur fournir des outils et des kits d'information, des kits de formation. Je suis aussi en charge du plan de formation à tous les enjeux RSE du groupe, y compris ceux que j'ai cités. Et moi, je crois beaucoup à cette convergence comme ça, à la fois une approche globale et en même temps bottom-up avec chacun de nos salariés. La difficulté, c'est de motiver tout le monde pour ça.
parce que le dispositif est disponible et après, c'est sur la base du volontariat. Toutes les informations, les bonnes pratiques, les éléments de formation consistent à, un, prendre conscience du contenu carbone de chaque activité, et donc deux, à être plus sobre dans toutes ces activités pour réduire ce contenu carbone. C'est plutôt que de prendre sa voiture, c'est de venir travailler à vélo. Manger plus souvent des céréales, des légumes, non seulement c'est meilleur pour la santé, mais c'est un contenu moins carboné que de la viande rouge. Manger à tous les repas. Voilà. On travaille aussi avec la cantine de l'entreprise, le restaurant d'entreprise, pour dire offrez au moins un repas végétarien aux qualités gustatives qui donnent envie et si possible bio, c'est-à-dire utilisant moins de pesticides, moins d'intrants et donc dans bio ou agriculture raisonnée. Voilà le genre de choses que l'on peut faire. Donc, on est là dans à chaque fois une forme de sobriété. Là-dessus, déjà, tout démarre toujours par la prise de conscience. Mesurer à travers le temps passé, le nombre de mails envoyés, le nombre de fichiers attachés indispensables, le nombre de versions de PowerPoint de telle ou telle présentation, et on lance des challenges à travers toujours cette plateforme pour dire, voilà, la sobriété digitale, c'est aussi une approche qui à la fois vous permettra une certaine détox digitale, et qui a là aussi sa traduction en émissions de CO2. En fait, nous, on fait de la sobriété sans utiliser le terme. On a appelé ça une My Daily Impact. C'est, je peux avoir un impact chaque jour. C'est comme ça qu'on l'a traduit, cette plateforme. Mais quand je reviens sur mon exemple avec les commandants de bord pour qu'ils réduisent leur consommation, on ne leur parle pas de sobriété, on leur parle d'efficacité opérationnelle. On fait le maximum pour ça. Ça peut être très compliqué, par exemple dans le cas de notre filiale de logistique, parce que nous achetons une grande partie c'est une entreprise qui est ce qu'on appelle asset light, qui n'a pas d'asset, donc qui achète et qui revend. Donc, finalement, notre scope 3 est très important. Mais oui, la réponse à votre question est oui, on est en train de le finaliser. Pour le maritime, on le fait de toute façon déjà. Hein. Le scope 1, 2 et 3 pour le maritime, on l'a déjà. Et pour les activités de logistique, on est en train de le finaliser. Des indicateurs de suivi de cette performance émission de CO2, on en a. Ils sont suivis chaque trimestre au niveau de la direction générale par le PDG Rodolphe Saadé dans le cadre du comité RSE dédié à ces sujets une fois par trimestre. Donc, on suit très précisément comment nous progressons dans la réduction de nos consommations, de nos émissions de CO2. Donc ça, c'est vraiment notre contribution à ça. Les salariés de CMA-CGM ont, je ne sais plus combien, 14 jours de RTT. Donc, ils ont les congés payés, plus des congés d'ancienneté, plus des RTT. Donc, j'ai envie de dire, en France, on est quand même pas mal lotis de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut un cocktail des deux. On voit bien quand même qu'il y a certains sujets pour lesquels, tant que vous n'avez pas une contrainte assortie de sanctions éventuelles, vous ne faites pas bouger les choses. Et comme par hasard, vous mettez en place des quotas, par exemple, de féminisation des conseils d'administration, hop,
La France arrive à 40% ou 42%, alors que ça paraissait impossible, que tout le monde disait que toutes ces femmes seraient complètement incompétentes pour rentrer dans les conseils, etc. C'est faux. C'est complètement faux. Donc en fait, ça ne fait pas de mal d'avoir des réglementations. Après, moi, je pense que ce qui est important, c'est de fixer des objectifs et de laisser chacun mettre en place les moyens qu'il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites il faut faire la transition énergétique et atteindre tel pourcentage de réduction de votre empreinte carbone, par exemple, c'est préférable que de dire vous avez le droit d'utiliser tel truc et pas tel autre. Parce que en fait, suivant, et ça, la neutralité technologique des régulateurs, elle est quand même importante parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que dans un secteur donné qui sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, moi, je pense que fixer des objectifs contraignants sur pas mal de sujets, c'est à peu près indispensable. Sinon, les choses n'avancent pas. Il y a des multiples organismes de coordination, soit au niveau du secteur du shipping, soit de la logistique, soit de l'aérien, etc. Donc, il y a des instances soit internationales, soit régionales, européennes notamment. Et d'ailleurs, on y est très actif. À la fois, on apporte notre savoir-faire, notre contribution, et puis on peut pousser aussi certains acteurs et on peut créer des coalitions également d'acteurs. Et ça, je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est à cette condition-là qu'on réussira cette transition importante. Et puis, on a aussi parfois la possibilité de mener ensemble des projets. Et troisièmement, on peut prendre des initiatives volontaires. On l'a fait avec CMA-CGM quand on a décidé qu'on arrêtait de transporter des déchets plastiques à bord de nos conteneurs. Donc, on a pris cette décision-là, c'est-à-dire qu'on se prive d'une partie du business. Pourquoi? Parce que le constat que j'ai fait, c'est que ces plastiques partent de pays développés où on a des capacités de traitement, de recyclage, de réusage, etc. Mais il est moins cher de mettre ces déchets dans un conteneur et de les emmener très souvent en Asie du Sud-Est, dans des pays comme par hasard où il n'y a pas ces capacités de traitement, de recyclage, etc. Donc une aberration écologique. Parce que tout ça, ça se termine un jour dans l'océan. Hein. C'est des décharges à ciel ouvert, hop, un coup de vent, un coup de vague, et hop, tout ça repart. Bon. Et donc, observant ça, j'ai fait prendre au groupe cette décision-là, qui a été portée par Rodolphe Saadé lui-même. Et mon idée, c'était, on va embarquer nos autres collègues concurrents, Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, etc. Pour l'instant, ils nous ont plutôt regardé. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même quand on a de bonnes idées, extrêmement rationnelles et tout à fait raisonnables et tout ce que vous voulez, pour être dans le champ de la sobriété, mais pour réduire les pollutions, et notamment les pollutions plastiques, même si je suis d'accord pour dire qu'il faudrait d'abord réduire la production et l'usage des plastiques, on est d'accord, mais n'empêche qu'on a les déchets qu'on a aujourd'hui. Et donc, quand on a des capacités de recyclage, c'est quand même un comble de les envoyer dans des endroits où ils n'ont pas ces capacités-là, d'accord? Vous trouvez des concurrents, soit qui ricanent, soit qui font dire à la presse que franchement, ce n'est pas une super idée, avec des arguments complètement fallacieux. Donc, notre capacité d'entraînement, ce que je veux dire par là, et je m'en arrête, c'est que notre capacité d'entraînement, elle est quand même limitée, parce qu'on reste dans un monde concurrentiel.